Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Ocaland Research pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va traverser l'Atlantique, mais on va traverser l'Atlantique à une période de l'histoire humaine où on n'aurait pas dû traverser l'Atlantique, au XIIIe siècle. Tout d'abord, un grand merci aux personnes qui commentent sur la chaîne. On commence à être une petite communauté. Un grand bravo à PitCat qui a trouvé la plupart des indices que je vous avais suggéré de trouver dans le tableau. Il m'a écrit quelques mails, on a échangé. Je crois qu'on a le même œil, ça me rassure quelque part, je ne suis pas le seul. Et la vidéo que je vais vous présenter, et en elle-même, ça fait mal à l'histoire connue. Euh, pour moi, c'est une des plus grandes révélations de ce que j'ai pu chercher. Il y en a une deuxième, c'est la vidéo d'après. Et encore une fois, on va se baser sur le Graal de Rochefoucauld. Et je vous avais demandé de trouver un oiseau dans un tableau de Rochefoucauld. Je vais y revenir pendant la vidéo. Alors cette vidéo va être un tout petit peu plus longue que les autres parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et il faut les voir dans son ensemble. C'est mieux de le faire en une vidéo. Donc encore une fois, allez au frigo, prenez une bière ou un coca ou de l'eau, un café, une tisane. Et on est parti pour, je pense, une heure de découverte assez singulière. Allons-y. Donc comme d'habitude, le petit écran qui me permet d'utiliser des ouvrages dans lesquels je n'ai pas les droits d'auteur, mais c'est pour la bonne cause dans le cadre de cette chaîne YouTube. Alors, cette révélation ou cette histoire est partie de, comme souvent, de la chaîne américaine, enfin des vidéos que je fais en anglais, initialement pour le public américain qui est beaucoup plus sensible à Oak Island, hein, c'est leur Reine le Château à eux. Il y a une émission de télé toutes les semaines, on en est à la 10e saison, on vient de la finir, ça réunit environ 2,5 millions de téléspectateurs par semaine, hein, c'est très connu en Amérique du Nord, très peu en France, et via la chaîne YouTube que j'avais décidé de faire en anglais initialement, il y avait des commentaires, hein, comme vous commentez, et il y avait un commentaire, le premier de Captain Cayman, qui parlait, en gros, je vous le laisse lire, hein, mais qui parlait justement des choses cachées dans les tableaux, des choses cachées dans les livres, dans des objets, dans des images, dans des sculptures. Et quand il parle de ces gens-là, ces gens, il parle des Templiers, des gens occultes, des gens qui cachaient, peut-être des prêtres. Donc ça, c'est sympa à lire. Puis la deuxième, ça venait de JPVG 1969. Je les ai traduits, hein, elles étaient en anglais initialement. Alors lui, c'est intéressant parce que ce qu'il nous raconte, c'est que il faudrait quand même dire que historiquement, de façon pour la navigation et techniquement, c'est quand même plutôt improbable que les Templiers voyagent en Amérique du Nord au XIIe siècle. Et plus probablement un peu plus de romantisme et de vœux pieux de la part de ceux d'entre nous qui veulent y croire. Ben, JPVG sans rancune, mais tu vas voir que c'est exactement le problème qu'on a avec un des tableaux du Graal de Rochefoucauld, un voyage en Amérique du Nord au XIIe siècle. Je vous rappelle qu'il est écrit en 1325. Donc s'il est écrit en 1325, il a fallu 5 ans environ pour le composer, 5-6 ans on imagine. Il raconte l'histoire, donc l'histoire, ça s'est passé avant, 1325. Alors on va faire de la navigation aujourd'hui. Si vous avez jamais mis les pieds sur un bateau, c'est pas grave, les principes sont simples. Moi personnellement je fais pas mal de voiles en plaisance, donc ces instruments qu'on voit sont des instruments que je connais bien, que j'utilise assez régulièrement. Il n'y a rien de très compliqué, c'est pas des maths et de la géométrie, c'est très basique. Les instruments qu'on a utilisés dans le passé pour naviguer, c'était un compas, une boussole qu'on appelle aussi compas. Et ça a son importance, vous allez le voir, ce double mot, encore une histoire de langue des oiseaux. Le sextant, qui permet de relever par rapport à la hauteur du soleil à un point donné, alors je ne sais jamais si c'est la latitude ou la longitude. Je vais utiliser un sextant une fois dans ma vie en école de voile, et on nous a fait prendre un relevé. Après, vous avez des tables de calcul en fonction de l'année, l'endroit où vous êtes, l'année, le soleil, les azimuts. C'est des calculs imbitables, des pages entières, pour trouver une position qui était, je pense, on était à 400 km de là, on était réellement après le calcul. Donc c'est un outil, quand on n'a pas l'habitude, qui est assez complexe et approximatif. Évidemment des cartes. Donc les cartes, c'est ce qui nous sauve hein, en navigation. Et elles sont mises à jour régulièrement. Sachez qu'une carte et que les élévations d'eau dans des cartes marines sont toujours indiquées pour une marée basse. C'est une histoire de sécurité. Donc c'est les niveaux à la marée la plus basse de l'année. Voilà. On a aussi un compas un compas de relevé. Alors j'en suis sur la page de droite, je suis sur celui-là, j'ai oublié de prendre mon stylo. Ça c'est un compas de relevé. Donc comme toute carte a une échelle,
Si on dit 1 cm égale 1 km, je mets 1 cm entre mes deux, je le mesure avec ma règle ici, 1 cm, et puis je reporte 1 cm, 1 cm en faisant tourner mon compas, et le nombre de fois où je fais tourner mon compas, c'est ma distance. Donc ça, on s'en sert encore, moi j'en suis servi encore il y a pas si peu de temps que ça, pour tester en fonction de scénario de vent, combien de temps j'allais mettre, hein, puisque on peut du coup regarder par heure combien de centimètres on fait, pour atteindre une île qu'on n'a jamais atteint. Ça, c'est une autre histoire. Donc le compas de relevé, le bon vieux compas pour tracer des cercles et voir je suis à ce point-là en fonction des vents, voilà les rayons que je peux avoir. Bon, on utilise assez peu. Et ça s'appelle une règle CRAS de l'amiral Kra, je ne sais pas si on prononce le S, qui permet de orienter, hein, évidemment ça c'est la ligne est-ouest, ça c'est la ligne nord-sud. Et si vous voulez tirer un cap par là, ben, vous avez ce disque qui tourne qui vous permet de positionner votre règle. Donc voilà ce qu'on sert, on cherche à tracer des lignes sur une carte et on cherche surtout à calculer des points d'arrivée en fonction de durée de navigation et de vitesse de navigation. Et c'est à peu près ce qu'on avait à l'époque, parce que le compas par exemple, c'est parmi les 4 grandes inventions de l'humanité. La boussole magnétique a été inventée comme dispositif de divination par les Han avant Jésus-Christ, et elle a été adoptée pour la navigation par les Chinois de la dynastie Song au XIe siècle. La première utilisation d'une boussole en Europe occidentale en 1190. Donc si on peut considérer que la boussole était disponible en Europe pour des gens éclairés, qui avaient des contacts avec le monde étranger, dès 1190, donc en 1250, 1260, elle n'était pas mainstream. Je veux dire, tout le monde n'avait pas une boussole sur sa barque, mais au bout de 60 ans, les navigateurs avaient en Europe la possibilité d'utiliser une boussole. Et sans boussole, vous naviguez pas. Hein. Clairement, c'est de la navigation à vue et vous ne sortez pas de 2-3 milles des côtes, hein, à vue. Donc ça, c'est la révolution qui permet. Donc on enregistre bien la date. À partir de 1200, la boussole est disponible en Europe pour les navigateurs. Alors on va naviguer. Pour naviguer, il y a 2 choses qui nous font avancer ou reculer à la voile. Il y a le vent, évidemment, et il y a les courants. Hein, les courants, faut pas les négliger. L'eau de l'océan, c'est pas un lac. Il y a énormément de courants entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et on va juste regarder ça. On regarde le contexte dans lequel on va évoluer pour cette traversée de l'Atlantique. Alors, les vents principaux, les vents dominants, donc on a ici la France, hein, ici F. On a ici le Canada et la Nouvelle-Écosse, Oak Island, qui est ici. Et l'idée, c'est d'aller du point F vers le point NE. Et on voit bien que si on tente de le faire en frontal, on va avoir un tout petit problème, c'est qu'on va naviguer uniquement avec des vents de face. Pour votre information, de nos jours, quand on veut naviguer en plaisance et qu'on veut aller en Amérique ou aux Caraïbes ou ailleurs, le moyen que tout le monde prend, si on part de la côte européenne, on descend aux Açores, et on voit qu'on a un vent mi-travers, mi-face. Hein. À la voile moderne, on arrive à remonter au vent jusqu'à 15-20 degrés face au vent. Vous prenez la ligne du vent, qui vous arrive sur le museau avec votre bateau, eh bien, si on fuit... Allez, je suis un peu optimiste. Les angles qu'on prend généralement, c'est 30 degrés. À 30 degrés, vous avancez à peu près correctement contre le vent. Hein. Donc un bateau qui est dans cette position, avec sa voile qui va être tendue au max. Donc on fabrique un angle de 30 degrés avec le vent, et là on avance. Hein. Tout ce qui est dans cette zone-là, vous bloquez, voire vous reculez. Donc on sait descendre maintenant sans problème aux Açores, qui sont là, les Açores. On fait un ravitaillement eau, hommes, équipage, bateau, remise à niveau, on remplit les frigos, on remplit les soutes d'eau, et on descend au Cap-Vert, qui est ici, Cap-Vert, Cap-Verde, ou un peu plus bas. Et du Cap-Vert, on a ce qu'on appelle les alizés, et les alizés, comme vous le voyez, c'est ces grandes lignes de vent portant, et qui vous amènent tranquille avec une mer hyper calme, et avec des vents extrêmement stables et doux, qui vous arrivent avec une température de 28 degrés aux Caraïbes. C'est comme ça que tout le monde fait. Voilà. Et pour rentrer, on ne peut pas refaire le chemin inverse. Donc, ce qu'on va faire, on va remonter les côtes américaines et profiter de quelque chose que je vous montre dans un instant qui s'appelle le Gulf Stream, qui est un courant. Mais je vois que même sans courant, mes vents sont de travers et porteurs. Et je vais finir avec des vents porteurs dans le dos jusqu'en France. Voilà le chemin qu'on fait quand on est plaisancier. Quand on est plaisancier, 80% des gens s'arrêtent ici et vendent leur bateau. Ils sont arrivés. Mais les gens qui rentrent, eh ben, ça rentre par l'Atlantique Nord avec des vagues. Vous avez vu la force des vents, hein, c'est plus la flèche est épaisse, plus les vents sont durs. Et c'est pas qu'une partie de plaisance, c'est le cas de le dire, de rentrer d'Amérique en France à la voile. Le chemin aller est beaucoup plus sympathique que le chemin retour.
Donc voilà, je vais effacer ça, parce que je vais m'en servir tout à l'heure. Hop, hop. Donc voilà la situation pour les vents. Et c'est ce que tout le monde comprend avant. La situation des courants maintenant. Et bien, sur le même chemin, on a en plus de la chance, aligné par rapport à notre descente vers les Açores qui sont là, puis le Cap Vert qui est là, et ben on a le courant du Canary qui nous pousse. Après, les alizés sont doublés d'un courant qui nous amène tranquillement avec le NBC qu'on va rattraper. Vous voyez, c'est des histoires d'autoroute en fait. On prend des autoroutes sur l'océan. Et pour rentrer, ben, c'est le fameux Gulf Stream, GS, que vous voyez ici, GS. Et ça nous permet de rentrer jusqu'en Europe automatiquement. Donc ça, c'est le courant habituel que tout le monde utilise. Et quand on va en Amérique, et notamment au Canada, à la voile, par exemple, on ne peut pas tenter ça, hein. On a les vents contraires et le courant contraire. Bref, vous reculez. Je fais juste un check parce que cette vidéo est assez longue, je pense, j'anticipe, donc je vais être sûr que tout soit bien enregistré correctement. Je demande une seconde. Ça a l'air de tourner. Oui, c'est bon. Ça nous arrive avec Mike de faire une vidéo de 3/4 d'heure des fois et de se rendre compte que le son n'y était pas, ou il n'y avait pas d'enregistrement. Ça met un peu en rogne. Ok, voilà pour les vents, voilà pour les courants. Connus, habituels, surtout pour un voileux comme moi. Ce que je savais pas, jusqu'à ce que je crée cette vidéo il y a quelques mois, hein, c'était l'année dernière quand je l'ai fait en anglais, c'est qu'il y avait des courants ici, East Groenland et Labrador, qui eux vont pas à contre-courant, comme on dit, de là où je veux aller. Ces deux courants descendent le long du Groenland, coincé par l'Islande, ici, hein, dans cette zone-là, et une fois qu'on a fait la jonction, et est-ce qu'elle est faisable, descendent par le courant du Labrador, et le courant du Labrador, il m'amène où? Mais il m'amène exactement devant, on le voit mal, alors hop, on va faire un zoom même si c'est flou, le courant du Labrador, il m'amène devant ce bloc-là, qui n'est rien d'autre que la Nouvelle-Écosse avec Oak Island qui se situe ici. Ça, c'est intéressant. Et j'en reviendrai. J'avais une pensée, mais je vous la livrerai un peu plus tard. Donc vous avez votre système de courant habituel avec votre système de vent porteur sud. C'est la route de Christophe Colomb. Hein, Christophe Colomb, il a fait exactement ça. Parti de l'Espagne, parti au Cap Vert, il a traversé et il est tombé sur Haïti. C'est ça qu'il a découvert en premier. Donc c'était le chemin normal. Mais il y a un autre chemin, par le nord. Hein, de l'Europe, si vous gagnez les côtes, parce qu'on va regarder si les vents sont possibles. Si j'arrive ici, c'est une autoroute. Je baisse mes voiles, pardon. Je me laisse porter par le courant, et s'il est assez fort et rapide, je remets mes voiles s'il y a un vent porteur, je récupère ce courant. C'est vraiment comme des autoroutes. On va chercher les courants porteurs, parce que même si on a un vent de face, on avance quand même, sans effort. Donc voilà les courants que je ne connaissais pas. Et quand on se rapproche de la Nouvelle-Écosse, donc qui est ici, Nova Scotia, avec Oak Island qui est dans la baie de Mahon, qui est là où j'ai mis le point rouge, et qu'on arrive du Groenland, il est là, Groenland en haut à droite, Groenland, hein, avec le courant du Groenland, et ben on va chercher le courant du Labrador, qui est ici, en gros, hein, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, qui m'amène devant Oak Island. Devant, en tout cas, la Nouvelle-Écosse. D'accord ? Alors la question, c'est la puissance de ces courants. Si c'est des courants mineurs, ils vont m'aider, mais c'est pas déterminant. Allons voir un peu la puissance de ces courants. Donc on va commencer par le courant Est-Groenland. Pour rappel, le Est-Groenland, c'est celui-là qui est au-dessus de l'Islande. Ce courant porteur qui longe en fait le Groenland. Ah, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc le mouvement général du East Greenland Current se fait vers le sud, le long de la marge continentale orientale du Groenland, donc il longe le Groenland, il longe les côtes, en plus c'est sécurisant, quand à l'époque on n'a pas de GPS et autres, on voit les côtes au moins. Et puis il y a des poissons, on peut manger. Les courants sont assez forts avec des moyennes annuelles de 6 à 12 cm secondes, ça peut rien vouloir dire, mais je vais vous le traduire après dans le tableau en dessous. La partie supérieure, donc côté Islande, a des maximums interannuels de 20 à 30 cm secondes. Ça représente quoi 30 cm secondes? Et en moyenne 6 à 12, j'ai pris 9. Donc ça c'est le moyen en vert. En kilomètres par jour, ça fait 7 km par jour. Si vous êtes dans la zone de très grand courant, vous arrivez à 25 km par jour. J'avais fait les traductions pour mes amis américains dans leur unité. Avec du 9 cm par jour, pardon, avec du 30 cm par jour, on arrive à un max de 260 km en 10 jours. On va le refaire vite fait, 7,7 km par jour multiplié par 10 jours, ça fait 70 km en moyenne, mais 26 km, ça fait bien 260. Donc entre
75 et 260 km par jour, rien qu'avec le courant, sans la voile. Si en plus j'ai le vent dans le dos, évidemment j'augmente mon rendement. C'est phénoménal ce courant, hein. 260 km en 10 jours, 25 km jour, c'est à rien faire, hein. C'est quand même un joli courant. Regardons le deuxième courant. Le deuxième courant dont on parle, donc, c'est le courant du Labrador. C'est celui-là qui descend le long des côtes du Labrador. Et alors celui-là, j'ai eu la surprise. Déjà, je trouvais ça assez phénoménal comme vitesse. Quand j'ai vu le deuxième... Ah, il y a des résidus de... il y a des résidus d'explication à mon neveu de tout à l'heure, excusez-moi. Le courant du Labrador, lui, il est carrément à 1 demi-mètre par seconde. 1 demi-mètre toutes les secondes. Rendez-vous compte. Ça fait... Hein, il est là, bah, j'avais dessiné ça pour mon neveu pour lui montrer. C'est la zone blanche, hein, c'est ce courant blanc. C'est, je crois, d'après ce que j'avais lu, le courant le plus fort du monde. C'est une vraie autoroute. Et ça vous permet de faire en 10 jours 430 km. Sans la voile. Sans vent. Donc c'est des courants non négligeables pour quelqu'un qui voudrait rejoindre l'Amérique rapidement. Et c'est des courants qui sont principalement le long de côtes. Alors quand vous naviguez en cabotage parce que vous n'avez pas les instruments, vous ne voulez pas vous retrouver au milieu de l'océan avec des vents contraires et des courants contraires. En plus, c'est sécurisé parce que vous n'êtes pas loin et en cas de problème, vous avez la côte qui n'est pas très loin pour chasser, pour réparer, pour quoi que ce soit. Très intéressant. Dans son livre, puisque Zina Alpern, on dit toujours la carte de Zina Alpern était une universitaire chercheuse qui avait publié un livre juste avant sa mort. Elle savait qu'elle avait le cancer... quand elle a eu accès aux documents de Bill Jackson via Donru. Si ces mots ne vous parlent pas, revenez en arrière sur les autres vidéos pour l'origine de la carte de Zina Alpern. Et dans le livre qu'elle avait édité, elle pariait, elle, sur un départ de cette zone de l'Angleterre d'après le récit, d'après la description d'un voyage, puisque le livre concerne la description d'un voyage qu'auraient fait des Templiers en 1150 ou en 1150 dans la région d'Oak Island, on y reviendra peut-être, et elle, son chemin, il était direct. Et on a bien vu que les courants, le jet stream ne me permettait pas, et les vents contraires ne nous permettaient pas. Par contre, le passer par là, ça, c'était plutôt une bonne idée, parce que là, vous avez du courant et du vent arrière tout le long. Donc c'est plutôt ça, je pense, qui s'est passé sur les premiers voyages vers l'Amérique. Revenons à notre grail de Rochefoucauld. Notre grail de Rochefoucauld. Donc cette image que je vous ai demandé d'étudier, dans laquelle je vous ai dit qu'il y avait un oiseau qui était dessiné caché et un qui était plutôt suggéré. On reviendra sur le suggéré dans une autre vidéo. On va regarder celui qui est plutôt caché, mais qui est visible, qui m'avait vraiment attiré l'œil. Donc Guy Rochefoucauld 7, naissance 1283, 13e siècle, mort 1356, 14e siècle. C'est pour ça que le Rochefoucauld Grail est daté de 1325, 1330, ils ne savent pas vraiment, hein, il n'y avait pas d'ISBN à l'époque, mais c'est la datation. Donc, est-ce que Rochefoucauld était témoin ou est au courant de quelque chose concernant un voyage en Amérique? Je ne peux pas le dire, mais en tout cas, cette image, et c'est la version la plus nette, je suis désolé, hein, j'ai pas plus nette, cette image, bah, vous allez voir. Regardons la composition de l'image. La composition de l'image, on voit qu'on a, dans la partie supérieure, une arche, 2 arches, 3 arches, 4 arches. Ça, et puis elles sont colorées d'une certaine façon. Et puis elles pointent en haut vers des blocs. Et elles sont pas là pour rien. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ce tableau, elles sont pas là pour rien. Il y a une autre chose qui m'a marqué, et d'ailleurs mon cher neveu, Julien, l'avait vu aussi quand je lui ai montré ces slides il y a 2 heures environ. Il dit, mais c'est pas des couronnes, c'est des bateaux. Bah, c'est à peu près la réflexion que je me suis fait moi aussi. C'est pas des couronnes, c'est des bateaux. Alors c'est des couronnes, puisque la scène c'est le roi Arthur et la reine Guenièvre. Il y a, je crois que je l'ai écrit quelque part, il y a un message qu'il leur est donné, et à gauche il y a je sais pas qui, ils sont pas décrits. Mais quand vous regardez ça, et quand j'ai vu ça moi les premières fois, je me suis dit mais c'est des couronnes ou c'est des bateaux qui sont en train de naviguer sur l'océan, les cheveux faisant les vagues de l'océan. Hein, regardez les cheveux, on pourrait imaginer que c'est les vagues d'un océan. Donc je me suis dit, ça c'est suspect. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un voyage? D'un voyage en 4 étapes. 1, 2, 3, 4. D'un voyage en bateau. Dans les autres choses qui m'ont un peu intrigué, déjà il y avait ce damier, puisque c'est une des rares images, des rares enluminures de tout le cycle Rochefoucauld, ou même
du cycle de Camelot et la table ronde qui ne soit pas du Rochefoucauld sur lesquels on trouve un tel damier. Et dans ce damier, quand on zoome sur ce personnage ici, lui, quand on regarde sa jambe, ça m'avait intrigué. Moi, j'ai jamais vu des chaussures et des pieds comme ça. Notamment, j'ai jamais vu des pieds et des chaussures avec une rotule. Et je me suis dit, parce que je suis ingénieur de formation, j'ai fait un peu de dessin industriel, ça, c'est pas un pied. Ça, c'est une pointe de compas avec une rotule. Une pointe de compas avec une rotule un peu similaire à ça. Ça, c'est ce qu'on utilise en dessin industriel pour tracer un cercle. Et vous avez bien une rotule au niveau de ce qui pourrait être la cheville ou le genou, on ne sait pas. Et puis vous avez ce rectangle ici qui est un peu bizarre, c'est peut-être le porte-mine, je ne sais pas comment ils ont voulu le faire. Mais moi ça m'a mis dans la tête que c'était un compas. Or, en navigation, vous l'avez vu tout à l'heure, on a des compas de relèvement. Et un compas de relèvement, ça sert à calculer quoi? Des distances ou des durées quand on a la vitesse. Et là on a un damier. En fait le damier il me donne des nombres, c'est une échelle, j'ai plus qu'à compter les nombres de cases. On va y revenir. Donc j'ai imaginé qu'on me décrivait un voyage en 4 étapes, en 4 bonds, et puis que le damier représentait des distances parce que j'avais une indication d'un compas de relèvement. Alors on va se projeter sur le premier morceau du voyage qui, à mon avis, il faut le lire de droite à gauche, parce que la chronologie pour moi elle est comme ça. Ce que je vais vous révéler, hein, ça a un sens. De droite à gauche, donc on a cette messagère, qui est la fausse Guenièvre, je crois, enfin, il faudrait dire tout le truc, qui porte un message dans une boîte, et elle est accompagnée d'un vieux chevalier, et il donne apparemment le message à la reine Guenièvre et au roi Arthur, qui disent bye bye, alors qu'ils s'en vont. Hein, le message est donné à Arthur et Guenièvre, qui leur disent bye bye, tout le monde se dit au revoir, et il y a des gens ici qui font des trucs avec leurs mains. Bon, c'est un peu l'histoire. Donc, ces deux personnages, comme je l'ai expliqué, il y a cette histoire de damier, et les pieds sont tous positionnés à certains endroits du damier. Si on revient là, on voit bien que le pied positionne sur le damier, le pied est aligné exactement avec le damier, lui, il est à la fin de celui-là, etc. Alors, voilà les hypothèses avec lesquelles je vais vous proposer de travailler. Je pense que la posture de nos amis, vous voyez, ils ont des mains gauches tendues. Imaginez que vous êtes en train de garer un camion ou d'aider à garer un camion. Vous êtes debout et vous faites des gesticulations avec les bras. La convention, et ça c'est encore une fois un des lecteurs de la chaîne YouTube américaine qui me disait que son grand-père était policier ou je sais plus quoi, et qu'ils utilisaient la même convention. La main gauche c'est stop, la main droite elle guide. La main gauche c'est stop, la main droite elle guide. Donc c'est l'hypothèse numéro 1 que je vais faire pour analyser ce tableau. La main gauche, elle montre un arrêt dans mon voyage. La main droite, elle me montre la direction, donc le cap. Et j'ai imaginé que le sol, le damier, c'était la durée en jours du voyage sur l'océan. Parce que, quand on regarde le bas ici, on voit des vaguelettes. On voit des vaguelettes jusqu'à ici, où il n'y a plus de vaguelettes, donc ça doit être un port. Ou ça doit être une zone protégée. C'est un peu comme ça que je l'ai imaginé. Et le damier me montre par rapport à ces vaguelettes, hein, je pense que vous les voyez en bas, le nombre de cases, donc de déplacements de jours. Nuit, jour, noir la nuit, blanc le jour. Ça a un sens, noir la nuit, blanc le jour. Je pense qu'une case c'est 24 heures, c'est pas en nuit-jour. Je pense qu'une case c'est 24 heures, mais il fallait délimiter les carrés et donner l'idée à un lecteur comme moi qu'on parlait de nombre de jours. Ok. Donc le sol, les damiers, c'est la durée en jours, une case, un carreau égale un jour de voyage sur l'océan. Hypothèse numéro 2, ben ok, j'ai une durée en jours, mais je vais avoir une distance, donc il me faut une vitesse pour calculer la distance. Mon hypothèse de déplacement, à l'époque, avec une voile, ça serait 5000 marins, donc environ 7 à 8 km/h, enfin 8 km/h, avec un voilier moderne, un voilier de plaisance comme on voit sur la Côte d'Azur, un 40 pieds, donc un 10-12 mètres. Ça navigue en croisière alors que c'est pas un foot de guerre, hein, c'est un camping-car avec une voile, c'est lourd, c'est pas étudié pour aller vite. Et avec un vent portant, on arrive à 8-9 nœuds, donc 8-9 000 marins par heure avec un voilier moderne. Alors, la question des navires se pose. Si on traverse l'Atlantique en 1250, qu'est-ce qu'on a comme navire à disposition? Ben, on a la CAG ou le Kogen. C'est un navire rond, ponté.
Ça remplace le Knarr scandinave. On commence à avoir une influence du nord de l'Europe. C'est facile à manipuler, c'est rapide. Les plus gros, en 1250, transportaient 500 tonnes de marchandises. C'est phénoménal comme capacité de transport. C'est un bateau qui a été inventé vers 1200, donc ça qualifierait pour un voyage en 1250-1260, hein, 60 années de retour sur expérience, qui transporte 1000, l'unité c'est l'ast, 200 barils, par exemple, en 1200, il traversait des plans d'eau avec 230 tonnes de blé à l'intérieur. On a souvent tendance à dire que le Moyen-Âge était non productif, mais quand vous avez des embarcations qui permettent de transporter 230 tonnes de marchandises, vous avez une vraie capacité de commerce international. Hein. Un CAC de 75 tonnes mesure 30 mètres de long, 7 mètres de large et un tirant d'eau de 3 mètres, soit, on va dire, 20 pieds américains. 20 pieds. Pourquoi je dis 20 pieds? Parce que ça va nous servir tout à l'heure, le tirant d'eau. Donc on a les navires capables. Des navires de 30 mètres, ça traverse l'Atlantique sans problème de nos jours. Hein. Vous traversez l'Atlantique avec un 12 mètres de nos jours, en toute sécurité. Des navires qui sont capables de transporter beaucoup de marchandises. Donc beaucoup peut-être aussi d'éléments de construction, si on veut construire un réseau souterrain sur une île. Donc je pense que la CAG évacue le problème de la logistique. On sait transporter toute une logistique d'Europe à la Nouvelle-Écosse dès 1200. Alors on continue sur la CAG. La coque, dans la partie inférieure, des planches lisses, les poutres transverses dépassent des planches, c'est très solide. Il y a des clous de fer, c'est la construction en ovale. Le mât a une voile carrée, donc est très peu capable de remonter au vent. Rappelez-vous les dracars vikings, voile carrée, quand on a un vent de face, on baisse la voile, on sort les rames. Ceux-là ne sont pas équipés de rames. Mais si on baisse la voile, on se fait porter par le courant. Donc une voile carrée, très peu de capacité à remonter au vent. Une voile triangulaire, beaucoup plus de capacité par sa forme. Alors, dans les années 90, on a fait des essais de reconstitution. On a refabriqué une coque. Le bateau a manœuvré étonnamment et peut naviguer sous voile avec un vent arrière ou un vent de travers, hein, on ne peut pas prendre un vent de face, atteignant déjà des vitesses supérieures à 9 nœuds. Il s'est avéré stable et en état de navigabilité même par gros temps. Donc ça ressemble à ça. C'est un monstre, hein, c'est une bête. Hein. C'est pas très bien profilé. Et c'est solide, c'est simple. Là, vous avez les vestiges d'une CAG de l'époque. Ça doit être réparable en plus, la façon dont ils l'ont construit. Et voilà, pour aller passer 25-30 jours sur la mer pour aller en Amérique, pourquoi pas? Pourquoi pas cet instrument? Allez, on est parti sur notre voyage. Donc on va prendre la première section. La première section, le bras... Alors, tiens, en même temps que je fais cette vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai jamais osé ou j'ai jamais pensé à analyser les bras de la dame. Tiens, je vais le faire peut-être. Parce que la dame, elle n'est pas encore sur l'eau. L'eau, elle commence là. Donc cette partie-là, c'est une partie qui a dû arriver à terre, en Europe continentale. Et j'avais jamais réfléchi à... Elle fait pas stop avec sa main, hein. Mais bon, je vais le retravailler. Peut-être qu'il y aura un corollaire à cette vidéo sur l'orientation des bras de la dame. En tout cas, lui, le barbu, le chevalier Boron, je crois que c'est, je suis plus sûr, lui, il lève la main. Donc ce qu'on va prendre, c'est son indication de main comme étant un cap. C'est sa main droite. La main droite, c'est le cap. C'est mon hypothèse. Donc je ramène la ligne parallèle, hein, je ramène la ligne sur un compas, et je trouve une certaine orientation qui est un cap 330, 329, 330. Et puis la durée. Ben, quand on regarde le damier, entre ce bout de chaussure là et ce bout de chaussure là, ben, il n'y a qu'un carré, un et demi, un. Moi je prends un carré. Donc on a une première section d'un carré qui fait une journée de voyage, un carré égale un jour sur le damier, et avec mon hypothèse de 5 nœuds nautiques par heure fois 24 heures pour une journée, j'arrive à 120 miles nautiques max. C'est mon max. Je pense, et ça ne prend pas en compte l'aide d'un courant. J'ai calculé ça uniquement avec la voile. Si vous rajoutez en plus la vitesse du courant, évidemment, vous pouvez cavaler. Le premier arrêt, d'après ce que j'en calcule, et la forme fait penser à ça, ben, le premier carré, c'est l'Angleterre. Rappelez-vous, le Rochefoucauld Graal, il a été écrit vers Tournai. Tournai, c'est ici, c'est cette région-là, c'est les Flandres. Pourquoi? Parce que Guy VII Rochefoucauld était stationné dans les Flandres pour la guerre contre je ne sais plus qui. Et si on prend un voyage qui commence autour de Dunkerque, et qu'on prend un cap de 334,5 ou 335, on se rend compte que pour atteindre, par exemple, d'après ce cap, la ville de Dunwich, on a 74 000. Donc cap 334, 74 000, cap 330,
Et moi, j'ai 120 000 de fuel, si vous voulez. J'ai 120 000 de capacité de voyage. Donc ça qualifie. Ils auraient pu arriver à Dunwich. Pourquoi Dunwich? Quand on reprend le livre de Zina Alpern ou le livre de Don Roux, qui a les parchemins de Anteora, qui sont des vieux documents qui racontent donc un voyage des Templiers possible, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, en Amérique du Nord, eh bien, ils disent qu'on a navigué depuis Luongo, qui est en Afrique, donc ça, je mets énormément en doute, je pense que c'est un anagramme ou une mauvaise traduction, et nous avons fait un arrêt à Dunwich, en England, pour recevoir des fonds et les bénissements, c'est pas ça en français, je te bénis mon fils, le sacrement du bishop, qui est donc le... Ouh là là, je suis pas bon aujourd'hui. Qui est donc le prêtre local. Voilà, ils sont restés dans l'hôtellerie templière de la ville. Et on a fait des recherches, en effet. Dunfield était un gros centre templier à l'époque, en 1250. Et après, ils continuent. Donc pourquoi pas Dunfield comme point d'atterrissage. Deuxième section, donc ça c'est stop. Hein. Ça c'est stop. Donc il y a, et vous voyez que l'arche correspond à un morceau, un voyage, un deuxième bond, etc. Donc le deuxième stop, on est sur un cap quoi? 305. Ok, on a compris comment on ramenait le cap du bras dans le cap de la rose. Et la distance, bah, c'est la distance entre ce point ici et ce point-là. Ça commence à être un peu plus long. Donc quand on compte le nombre de cases, on arrive à 9 cases. 9 cases à 25 nœuds par heure, ça fait 1080 miles nautiques de distance potentielle de fuel avec mon voilier. Deuxième arrêt, l'Islande. Donc je prends le même cap, 305, 305, 305, 305. 305 degrés. Et je me rends compte que pour aller du nord de l'Écosse, et oui, l'Écosse, parce que les Templiers, l'Écosse, Bruce, tout ça est bien lié, hein, c'était déjà quelque chose de protégé. Rappelez-vous la fin des Templiers 1307. Si ça a été fait en 1250, c'est bien dans le contexte des Templiers 1260, 1270, qui peut-être avaient des informations, venaient voir leur fin et commençaient à préparer la fin au bout de 250-300 ans de l'ordre du Temple, peut-être. Mais quand on part du nord de l'Écosse, qu'on prend un cap 305, on arrive où? On arrive à Reykjavik. Et combien de distance il y a? 640 000 nautiques. 640 000 nautiques, moi à la voile, j'ai calculé que j'avais une réserve de 1080, donc je suis dans les clous, tout va bien. Donc ça pourrait être le deuxième étape, le voyage de l'Angleterre à l'Islande. Donc on en est là dans notre parcours. Rappelez-vous les courants. On a le courant de Groenland qu'on cherche à choper parce qu'il va assez vite et les vents dominants sont dans cette direction, d'après la première carte qu'on a vue. Et ici, on a un courant du Labrador extrêmement fort qui fait ce chemin, avec des vents qui, ici, sont légèrement contraires, puis redescendent. Donc, le courant du Groenland, il monte jusqu'ici. Hein. Donc, la passerelle, c'est une fois que vous avez récupéré la deuxième autoroute, vous redescendez direct sur Oak Island. La troisième partie, la dame avec le petit chien, Guenièvre. Quelqu'un m'a dit, il est où le petit chien? Oui, il est là le petit chien, il est sur ses genoux. Alors, avec Guenièvre, on en est où? On a son bras droit, son bras gauche fait un stop, son bras droit nous montre un cap. Quel est le cap? Cap 225, ça redescend. On redescend. Cap 225, et là, il y a une sacrée distance. Hein. Et la distance, là, on parle de 16 jours de navigation. Donc, on est parti de l'Islande, et on est parti pour 16 jours de navigation, soit 1900 miles marins max. Et je pense que la partie blanche, ben c'est le Groenland qui est tout blanc, tout glacé, c'est le point central. Donc le troisième arrêt serait Terre-Neuve, parce que dès l'an 1000, puisqu'on a retrouvé des settlements, des vestiges d'une colonie viking de Éric le Rouge, qui daterait de 1000 ou 1050, donc Terre-Neuve était connue par les Vikings, et on est bien dans une histoire de Vikings, hein, on est passé par Reykjavik, par l'Islande, par le Groenland, la connaissance de la route pour aller vers l'Amérique du Nord, c'était les Vikings qui l'avaient, pas les Espagnols et les Portugais à l'époque. Et voilà ce morceau. Donc j'ai dit cap combien? 225, et j'ai 1900 miles de réserve, cap 225, 1300 miles. Sachant que ça, c'est une vue, enfin comment dire, ils n'ont pas mis 43 personnages pour nous montrer qu'ils avaient pris ce chemin-là. Parce que le cap final entre ce point-là et le point d'arrivée, c'est bien ça. Sauf qu'ils ont pris le chemin en rouge, très probablement. Rappelez-vous qu'encore une fois, la 8e fois, mes distances sont calculées sur la vitesse du vent et pas les courants. Si on rajoute les courants, c'est une vraie autoroute, quoi. C'est un turbo pour aller en Amérique par le Nord. Donc ça, c'est le troisième morceau. Et le quatrième, alors voilà, hein, on change de mode de construction du codage.
Là, on n'a plus une main qui s'arrête et une main, etc. Une main qui s'arrête, une main qui donne la direction. Là, ils ont inversé. D'ailleurs, les personnages tournent le dos. Donc maintenant, c'est la main gauche qui nous montre le cap. Et la main gauche, elle nous montre un cap de 245. Pour une distance de 1 jour d'abord, puis 3 jours ici. 1 plus 3. Donc total 4 jours. Pas d'arrêt sur ce tronçon. Personne ne lève la main gauche. Il n'y a pas d'arrêt sur ce tronçon. Eh bien, quand on prend le cap 245, oui, parce que la Nouvelle-Écosse, là, on dirait que c'est un cap plein ouest, mais non, c'est bien le 245, la ligne jaune, et qu'on fait 410 000, alors qu'on a le droit à 480, mais là, on sait que c'est des zones de courant très fort, donc on avance plus vite que ça. Eh bien, on arrive pile devant la baie de Mahon, en Nouvelle-Écosse. C'est bluffant, hein? Mais c'est pas tout. Moi, ces 3 personnages, ils m'ont beaucoup, beaucoup intrigué. Là, ils nous racontent quelque chose de spécial. C'est plus le même codage. J'ai 3... Alors, analysons un peu ce qu'on voit, même si c'est flou. J'ai 3 personnages. Un truc qui m'a intrigué, c'est la toge de ce monsieur-là. Regardez son vêtement à ce monsieur du milieu. Sa toge, par la main de ses collègues, forme un triangle en haut. Et en bas, ici, j'ai un arc de cercle. Et j'ai uniquement un seul trait. Si on avait une toge symétrique, on aurait un deuxième trait ici. Non, ils nous en ont mis qu'un seul. Donc j'ai pensé tout simplement nord, sud, ouest, est, que c'était encore une rose des sables, un compas, et qu'il nous pointait vers une direction, d'une autre façon. Encore une histoire de navigation et de cap. Donc, j'ai pris ce petit trait qui n'existe que sur la partie gauche, et j'ai retravaillé le cap du trait. Le cap du trait me donne un cap de 335 degrés si on regarde côté nord, mais 155 si on regarde côté sud. Ils ont orienté ce petit trait à 155 degrés sud. 155 degrés? Mais c'est ce qui me communique, les 3 bonhommes. Là, j'ai 1 pouce levé, là, j'ai 5 doigts levés, là, un index 5 et 5. 155. Non seulement il me l'indique par le petit trait qui n'existe pas à droite, que c'est le cap 155 et qu'il est important ce cap 155, mais en plus, ils me le disent 1, 5, 5. Ils regardent ça. Enfin, ils ne regardent pas leurs doigts, mais ils me le spécifient. C'est intéressant que la ligne, ça soit du 155 et que les doigts me montrent 155. Alors, il y a un truc très intéressant, c'est où est-ce qu'ils regardent ces gens-là? C'est assez flou, hein, mais ils regardent là. C'est assez flou, mais ils regardent là. Là, je peux pas vraiment dire. Mais j'ai l'impression qu'ils regardent aussi cette forme noire. Alors, une forme noire, c'est pas anodin. Comme vous le voyez au-dessus, les miniatures ont toutes été peintes, dessinées, je suis pas sûr de la technique, sur des feuilles d'or. La partie jaune en haut, c'est des feuilles d'or. Toutes les miniatures sont je sais pas comment dire, peintes sur des feuilles d'or. Le fait qu'il y ait un noir, c'est pas une absence de couleur. C'est qu'il y a eu du noir qui a été mis sur cette plaquette de feuilles d'or. Le noir qui fait l'ombre au-dessus, là, c'est la même chose. C'est pas qu'il manque de la couleur, c'est que ça a été voulu noir. Donc on a voulu remplir cette forme de noir et pas la laisser de couleur dorée qu'elle devrait être normalement juste par le fait qu'il n'y a pas les visages dans cette partie-là. Donc ça devrait être, on devrait voir le fond doré. Non, ils l'ont peint en noir. Et ils le regardent tous. Alors, continuons à regarder. Si je projette cette ligne exactement là, hein, avec le 155, ça, c'est une image de la baie de Mahon. Oak Island, c'est là. D'accord? C'est l'entrée de la baie de Mahon avec l'océan Atlantique. Regardez la forme. Tiens, d'ailleurs, on va la prendre ensemble. Je vais le faire en live. Je prends la forme. Hop. Ah, ça, c'est parce que j'ai cliqué trop longtemps sur le pinceau, pardon. Allô, le pinceau, merci. Alors, on va reprendre la forme. Hop, 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 hop. Et il y a un petit zigouigoui là. Hop. Voilà. Et on va prendre cette forme et on va la mettre sur la partie gauche. Hop. On va la mettre ici. On va l'agrandir. Alors, on m'a souvent dit, j'ai eu une grande discussion avec mon père un jour, mais tu déformes les images, t'en fais ce que tu veux, c'est toi qui modifies les ratios. Non, dans PowerPoint, le traitement d'agrandissement d'image est vectoriel, c'est-à-dire que si je tire sur le coin, j'étends toute la forme en proportionnalité. Hein. Évidemment, si je tire sur les côtés, je la déforme. Mais si je la prends dans le coin, je la remets comme elle était, je peux la faire changer de taille en gardant toutes les proportions. Et si on tente un alignement,
on a à peu près, alors je suis un peu grand, là, voilà, c'est pas trop mal. On a à peu près la forme, et ce qui est particulier, ce qui m'a toujours intrigué, je vais bouger ici à gauche la ligne verte pour bien vous le montrer. Il y a un truc, il y a deux choses qui sont intrigantes, c'est le point ici d'achoppement. Vous voyez, sur le col de la toge, il y a un petit truc qui remonte. Hein, je l'exagère là, à gauche. Eh bien, ça correspondrait à mon avis à l'île de Tancock Island, je crois qu'elle s'appelle, qui est une énorme île qui bouche l'entrée et qui bouche la vue d'ailleurs. Depuis l'océan, quand je regarde la baie, je ne vois rien parce que cette île me cache les trois quarts. Notamment, je ne vois pas Oak Island. Hein, ça a été mentionné plusieurs fois ça, par des gens qui faisaient des recherches sur Oak Island. Donc on a ça. Il y a un truc qui est pas normal aussi, c'est que le contour du visage de cette personne, dépasse sur la gauche. Hein, il est un peu bizarre comme forme, ce monsieur. Et ça, je pense que c'est une rivière qui est au fond de la baie de Mahon. Si mon stylo veut refonctionner, voilà, le canal là, c'est une rivière, et la rivière, elle est située là, elle commence là. Et on va la voir sur Google Earth. Hein. Alors, il y a une autre chose qui est très particulière à ce 155, c'est que j'ai lu, et j'arrive pas à le retrouver, ça fait un an que je recherche, le blog d'un pêcheur de la baie de Mahon, qui explique que depuis le fond de la baie de Mahon jusqu'à la sortie à l'océan, pour sortir sans s'écraser sur une île, il y a un seul cap possible, c'est le cap 155. Et j'arrive pas à retrouver ce blog. Et quand je l'avais lu, j'avais pas compris. C'est après, quand j'ai compris le décodage du tableau, qu'il y avait une relation, je cherche le blog depuis, je l'ai pas trouvé. Donc ça serait en fait l'atterrissage ici. En fait, c'est l'atterrissage. Je vais vous démontrer que c'est l'atterrissage. L'atterrissage de la carte de Zinalpern, l'île à côté d'Oak Island, sur lequel ils ont mis le atterrissage 1-1347, qui n'est pas l'année, puisque dès 1325, ils y étaient allés. Donc c'est pas l'année, c'est la distance 1327. 47. Allez, on continue. Hop. Donc, imaginez que vous êtes sur l'océan, et imaginez que vous ayez un point d'amer, et on va le chercher, un point d'ancrage visuel, là, à cet endroit-là. Quand votre compas qui existe vous indique 155, alors vous êtes en train de suivre cette ligne dont le cap est... Alors le cap c'était 245. Hein, et bien vous allez retomber en visuel sur le point qui vous permet de rentrer dans la baie par le bon côté. On n'avait pas de GPS, on n'avait pas Google Earth, donc de ne pas se taper une île qui serait à fleur d'eau et qui agirait comme un récif. Hein, la navigation à l'époque, vous plantiez votre bateau, vous rentrez plus en Europe, hein, c'était la fin. Donc précaution quand on rentrait dans des baies. Et du fond de la baie de Chester, l'angle de 145 amène à ce dessin. Alors zoom-moi un petit peu. Hein, c'est bien l'angle 155 que j'ai reproduit. Et je vois qu'il flirte avec l'océan ici en bas, océan en bas. Oak Island, c'est ici. L'île où on dit l'atterrissage, qui est Frog Island, elle est là. Et le fond de la baie de Chester est ici. Et bien quand je zoome sur ces différentes parties, je vois en fait que c'est encore plus extraordinaire que je croyais. C'est-à-dire que la ligne 155, non seulement elle tape pas dans les îles, mais elle est en tangente et elle flirte avec les îles. La tangente, qui est un exercice de style géométrique qu'on a retrouvé avec Michael plusieurs fois dans le décodage de Zinalpern. Je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais toutes les indications sont faites par des tangentes. Et ce qui est intéressant, c'est la tangente qui arrive ici sur Frog Island. Elle est là, Frog Island, l'île Grenouille. Et Oak Island est ici, c'est celle-ci. Hein, et on flirte bien avec le nez, là, vers l'atterrissage. D'ailleurs, si je reprends le bout de la carte qui dit le atterrissage, hein, qui nous dit c'est cette zone-là, ben, c'est tout simplement je suis mon cap, hein, j'évite l'île, et je viens me réfugier ici. Je viens me réfugier ici. L'océan, les vagues de l'océan, le vent de l'océan poussent dans cette direction. En fait, j'ai fait des recherches. Les vagues et le swell de l'océan poussent dans cette direction. Donc là, je suis protégé, hein, j'ai une barrière. Et le vent, il est nord-ouest, donc le vent dominant dans la baie, ah bah c'est le même, puisque j'ai penché l'île, il est un peu plus comme ça, pardon, un peu plus sur la droite. Et j'ai toute ma façade de l'île qui me protège. Donc pour ancrer un bateau, c'est un refuge naturel, vraiment pas mal, cette île de Frog, avec sa forme légèrement incurvée, un peu comme une banane. Ça, c'est une superbe anse pour planquer son bateau. Donc ça corrobore l'idée de l'atterrissage et que quand vous venez en bateau de l'Atlantique, vous ne crantez pas directement sur Oak Island, vous crantez sur Frog. Mais pourquoi sur Frog? Je vous le montre dans la slide suivante. Je vais juste vous montrer cette magnifique photo que j'ai récupérée du groupe Facebook de John Stemmer, qui est un groupe spécialisé sur Oak Island, un groupe américain. On voit bien l'île de Oak, hein, ici, ça c'est Oak Island, qui est vraiment pas loin de la côte continentale. Hein, ils ont mis le pont là dans les années 60 pour amener de l'équipement lourd, mais à l'époque c'était une île, mais elle n'est pas bien loin de
de la côte. Là, c'est Round Island. Vous vous rappelez de la ligne Est-Ouest. Alors, la ligne Est-Ouest, je le fais de tête. La croix de Nolan, il y a un boulder qui est ici, il y a un boulder qui est ici. Il doit y en avoir un ici et il y en a un là. Donc, elle est à peu près comme ça. Et si vous tracez depuis les rochers que Michael a montré, les 3 rochers, et que vous tapez... je suis en train de faire un truc, je sais pas comment ça va finir, et que vous tapez sur la ligne Est-Ouest, vous allez avoir cette ligne qui est exactement une ligne Est-Ouest et qui est le V de vert, un petit vert d'Apronoustria pour Monsieur Rochefoucauld dans le document, etc. Donc c'est juste pour vous remettre en situation 3D avec l'île. On a quand même bien l'intuition que c'était 2 îles à une époque. Quand on le voit sous cet angle, on voit bien qu'il y aurait probablement une île qui était comme ça, il y aurait probablement une île qui était comme ça, et soit l'homme a fermé les 2 bords et a créé un marécage. Enfin, on sait que le marécage ici, il est artificiel. Et les morceaux de sédiments qu'ils ont trouvés par analyse de la sédimentation et des années de sédimentation, ils ont montré que l'eau a été, et la surface, pardon, le fond du marais a été dérangé de façon non naturelle autour de 1250. Tout ça pointe vers quelque chose de plus ancien que les trésors et une chasse au trésor. On est plus sur du Moyen-Âge que sur de la piraterie. La fameuse Frog Island qui nous protège. Donc, le chemin vers l'océan à 155, il doit en gros... Je vais essayer de le faire, mais alors, je pense que ça va donner. Il doit faire à peu près ça. Oups, j'ai failli taper l'île. Mais voilà pour sortir vers l'océan, c'est là 155 degrés. Et je vois bien qu'ici, je suis dans une anse très protégée des vents. Alors les vents, pourquoi je sais que c'est du sud-ouest? Parce que ils ont trouvé sur le lot 5, alors le lot 5 il est apparemment par ici, ce qui pense être un fourneau pour cuire des choses. Et en effet, ça doit créer beaucoup de fumée toxique. Les vents dominants étant dans ce sens-là, et ça partait par ici. Donc il y a eu du travail sur cette partie de l'île. Donc voilà un peu le setting. Et pourquoi aller réfugier son bateau à Frog Island? Rappelez-vous, j'ai 3 mètres de tirant d'eau. Si je suis chargé comme un âne, c'est plus 3,50 m de tirant d'eau sous l'eau. Donc on va prendre comme base 20 pieds. J'ai besoin de 20 pieds d'eau minimum avant que mon bateau s'échoue. Quand vous regardez Oak Island ici, et quand vous regardez la ceinture avec les relevés en pied, hein, c'est une carte américaine, donc c'est du bathyscaphe en pied, pour atteindre la zone des 20 pieds, c'est la zone qui est en bleu clair ici, cette zone, hein, 25 pieds, cette zone-là. Si vous rentrez plus à l'intérieur, vous vous échouez. Donc ça veut dire que mon bateau chargé de matériel ou autre, je ne peux pas le faire débarquer à Oak Island. Alors il me faudrait une jetée. On a trouvé ce qu'on pense être une vieille jetée qui viendrait jusque-là. Est-ce que c'est celle-là dont ils sont servis? On ne sait pas. Mais moi, navigateur, je ne laisse pas mon bateau là. Moi, navigateur, ma route 155, elle m'amène à Frog Island qui est là, F. Je vais aller tanker mon bateau ici, protégé et amarré, ou mes bateaux, parce qu'ils sont pas allés à qu'un bateau. Et quand je regarde la profondeur que j'ai à cet endroit-là, ouais, exactement compte, j'ai 6 pieds, mais tout de suite, j'atteins du 30 pieds. Ou 30 pieds de ce côté-là, mais c'est bien ce côté-là qui m'intéresse pour me protéger avec mes bateaux. Et 30 pieds, ça me suffit pour poser mon bateau de 20 pieds, j'ai même de la marge. Donc voilà pourquoi, à mon avis personnel, l'atterrissage, il est là. Il est sur Frog Island, l'atterrissage. Et ici, j'ai tanké mes 4, 5, 10 bateaux de la flotte avec les gens qui allaient avec une barque probablement travailler, ou des bateaux plus petits, où ils ont construit des radeaux, ils ont construit des chalands, je sais pas. Mais il semble que ça corrobore l'idée que l'atterrissage de la mission... et l'atterrissage du décodage de la carte, évidemment, puisque pour nous c'est ça que ça veut dire, l'atterrissage, le positionnement de la carte et les relevés sur Oak Island viennent de Frog Island. Au début on ne considérait pas trop Frog Island, elle nous intéressait pas trop, mais en fait on se rend compte qu'elle fait partie intégrante comme l'île Ronde, hein, ces trois îles font partie d'un système, c'est sûr. Donc voilà l'arrivée ici. Donc si on regarde un peu sur Google Earth, on va faire un petit tour avec Google Earth, hop. Pardon, c'est celui-là. Hop, je vais mettre en plein écran. Donc, pourquoi viser ce point? Donc, je vais dézoomer un peu la carte. Hop. Voilà. Donc, on voit Oak Island en bas, ici, Frog Island. Et pourquoi viser ce point au bout de la baie de Chester? Mais tout simplement parce que c'est le point le plus élevé dans la zone. Donc, la rivière que je vous dis, il y a probablement une rivière qui nous est montrée, c'est la rivière qui monte là. Donc, ça nous permet un point de repère. Et il vise un secteur autour de Skipper Hill, de cette zone là, c'est par ça. Et bien si on regarde avec la souris, je vais vous demander de regarder en bas à droite. En bas à droite, on a un truc qui s'appelle élévation 3 mètres, hein, si je suis à l'eau, élévation 0 mètre. Ok, ça marche.
Si je monte un petit peu sur la côte, élévation, là on est à 9 mètres. Hein, c'est très petit, je suis désolé, je peux pas le faire plus gros. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a une colline ici. Une colline, là je suis déjà à 27 mètres, 30 mètres, 32 mètres, 33 mètres, 34 mètres, 34, 34, 32, 28, on redescend. Donc de cette zone-là jusqu'à ici, où c'est que j'avais trouvé le correspondant 8 mètres, 16 mètres, 20 mètres. Ici, cette zone-là, là où il y a marqué Middle River et Skipper Hill, c'est les zones les plus élevées. Notamment, j'avais mis un trait. Ici, on est à 30 mètres, 31 mètres, 30 mètres de haut. 30 mètres de haut sur un océan plat. Vous avez vu, les îles sont toutes plates, avec une bonne visibilité. Mais je doute qu'on voit ça du fond de la baie de Mahon. Est-ce qu'il y avait à l'époque un repère? Est-ce qu'ils ont laissé une construction? J'ai regardé des photos, j'ai pas trouvé grand-chose, ni historiquement ni en photo, de les restes d'un mât ou les restes d'une fondation sur lequel il y aurait eu quelque chose comme un point de repère pour calculer le 155. Le 155 est peut-être juste une indication romantique. Je doute que le Graal de Rochefoucauld soit un guide pour trouver Oak Island et ce qu'il y a dessus. Je pense plutôt que c'est un témoignage de ce qui s'est passé. Mais c'est pas un mode d'emploi pour retrouver. C'est un mode contextuel pour expliquer. Et le 155 est très intéressant. C'est qu'à un moment, ils ont dû prendre il doit y avoir un amer, un point de reconnaissance sur Skipper Hill quelque part par là. Voilà, donc ça c'est Google Earth. Hop, on va revenir à notre présentation. Voilà, donc le fameux 155 dont je parlais. Et au final, ben voilà tout le parcours qui est décrit dans cette peinture du Graal de Rochefoucauld. C'est assez bluffant quand même, hein. C'est assez intriguant, parce que on peut dire que j'invente des choses et que je vois des choses qui n'existent pas. On a vu un compas ensemble. Je vais revenir sur l'oiseau, hein. Je ne vous ai pas révélé où il était, mais je ne vous abandonne pas. On voit ces routes qui correspondraient. On voit que ça matche avec les vents, ça matche avec les courants. Et moi j'en suis convaincu, hein. Ils nous décrivent dans un livre de 1325 un voyage en Amérique, et je vous rappelle que Christophe Colomb c'est 1492, on est près de 200 ans plus tôt. Donc c'est assez bluffant, moi ça m'intrigue. Et ce qui me tue le plus, c'est l'arrivée sur Oak Island avec ce cap 255. Ça décrit non pas un voyage en Amérique, ça décrit le voyage en Amérique du Graal de Rochefoucauld. Tout ça est quand même bluffant, et c'est que le début, parce que ce n'est que une enluminure, et j'en ai un peu d'autres en stock, vous allez voir. Alors, continuons. Encore une fois, à la suite de ces vidéos, et je vais devoir vous révéler... Ouais, je vais plutôt le faire comme ça. Je vais vous montrer où était l'oiseau qu'on a cherché. L'oiseau, il est là en bas à droite. Vous regardez attentivement, je ne vous les commande pas. Vous voyez que dans les pans de la robe de la dame, en bas à gauche, moi j'ai détecté le premier truc que j'ai vu, c'est un œil. Puis après j'ai trouvé le bec, puis après tout le reste est venu. Là vous le voyez, je pense, maintenant. Et quand j'ai fait les vidéos en Amérique, en anglais, il y a un an, bon, moi j'ai dit c'est un oiseau, mais je ne savais pas quel oiseau c'était. Et c'est les Américains, notamment les Canadiens qui vivent près de Oak Island, qui vivent en Nouvelle-Écosse, qui m'ont écrit « Mais nous, on sait ce que c'est comme oiseau, c'est un puffin ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, un puffin ?» Ils disent « Un puffin, c'est un oiseau qu'on retrouve sur toute l'Atlantique Nord et qui est facile à capturer et qui est très bon à manger. Donc sur un voyage pareil, c'est parfait pour faire des provisions. Il suffit de capturer des puffins, ils sont innocents et un peu bébêtes, et c'est très bon à manger. » Bon, on en est resté là. C'est peut-être la nourriture. Et puis, dans les discussions américaines, il y a eu celle-là. Alors, elle est en anglais là, et je vous l'ai traduit en dessous en français. Salut Olivier, quelques réflexions. C'est Tracy Crombie qui m'a écrit. Aussi, l'une des suggestions pour l'oiseau est le macareux. Le puffin, ça s'appelle un macareux en français. Je connaissais pas ce... Je sais même pas s'il y a un X, tiens. Je connaissais pas cet oiseau. Et Tracy me dit, alors je m'interroge sur la migration des macareux en Atlantique Nord. Suivent-ils un itinéraire similaire, par exemple ? Je pense qu'ils se reproduisent sur la plupart des masses terrestres mentionnés, juste dépensés par curiosité. Mais bien sûr, Tracy, elle m'a allumé une lumière. Allons chercher les routes migratoires des puffins, c'est peut-être ça qu'ils nous disent. Alors je suis allé chercher les routes migratoires des puffins. Le voilà, le puffin. En plus, l'autre jour, il y avait un reportage sur la 3, sur la nature, ou je sais plus quoi. Il y avait tout 10 minutes sur les puffins. Je crois que je suis tombé amoureux des puffins. Moi, depuis que j'ai découvert Oak Island, je savais rien sur les puffins. Je suis devenu un expert des puffins. Je savais rien sur les Graal et les illuminures. Je suis devenu Enfin, c'est... on voyage, hein. On en découvre des trucs. Et c'est pas fini. Mais bon, voilà le puffin. Adorable, adorable, adorable. J'adore le puffin. Tiens, là encore. C'est quand même joli comme animal, hein.
Et le bec devient rouge, j'ai appris ça à la télé il y a une semaine, que pendant la saison des amours. C'est pour impressionner sa partenaire. Et il est d'autant plus, comment dire, motivé pour avoir une relation que le bec devient rouge. Et ça fait des couleurs magnifiques. Eh bien, regardons la migration du macareux de l'Atlantique Nord. Le site que j'ai utilisé, c'est un site de recherche qui montre les routes de migration des Atlantiques à partir de 6 colonies. Rappelez-vous notre premier morceau de voyage de la première arche. Donc on partait sur cette direction pendant une journée. Eh bien, la colonie, enfin les puffins migrent vers l'île de Mai, suivant quelque chose de similaire entre la France. Alors c'est pas exactement Dunkerque, c'est plutôt au niveau de Cherbourg, mais ça migre. Et ça prend ce chemin-là, nord-sud, pratiquement, 350 degrés. Le deuxième morceau, qui nous faisait partir de l'Écosse, du nord de l'Écosse, passer par les îles Féroé et monter en Islande, eh bien, la colonie continue son chemin et fait exactement le même voyage, comme vous pouvez le voir ici, par les îles Faroe. C'est la colonie des îles Faroe qui se trimballe l'Islande et qui va au bout du Groenland. La colonie de puffins continue son chemin et longe, évidemment, elle aussi, parce qu'il y a les vents porteurs. Ils sont pas fous, les oiseaux, ils vont pas se prendre le vent de face. Ils étendent leurs ailes, ils se prennent un vent porteur, ils se laissent planer et ils avancent. Donc ils suivent en fait les vents porteurs pour leur migration vers la Nouvelle-Écosse. C'est intéressant que les puffins suivent exactement le chemin de migration qu'on nous propose dans ce voyage, par le nord. On a l'impression qu'on insiste sur cette idée de la route du nord. Sacré puffin. Il y a un autre animal qui, moi, m'a intrigué, c'est le petit chien blanc. Pourquoi il m'a intrigué, le petit chien blanc? Il m'a intrigué, c'est celui-là, là. Parce que je l'ai retrouvé dans d'autres enluminures, pas du Graal de Rochefoucauld. Enfin, celui-là, il vient pas du Graal de Rochefoucauld. Il vient d'un autre livre fait par la même équipe. On voit que c'est le même style, les mêmes encadrements. Et là aussi, on a un petit chien. C'est pas lui qui m'a intéressé, c'est lui. Celui-là, il vient d'une image qui est dans un des 4 demi-recueils restants. Rappelez-vous, le Graal de Rochefoucauld, c'est 4 recueils. 5 contes dans 4 recueils. 3 recueils ont été vendus à Sotheby's à quelqu'un de privé. Et 2 demi-recueils restants sont dans 2 bibliothèques. Et on trouve cette image-là, avec le petit chien blanc. Il y a une histoire de petit chien blanc sur les genoux des dames qui revient fréquemment. J'ai pas encore compris la signification. Par contre, quand je regarde ce chien blanc-là, et que je regarde les taches noires qu'ils lui ont fait, et que je regarde ma carte et ma route qu'on a pris, je me dis que si je prends les contours avec mon stylo graphique, et que je reporte ces contours en agrandissant un peu, il y a quand même des choses intéressantes. C'est-à-dire que j'arrive à avoir l'intégré de la baie, je sais plus comment elle s'appelle cette baie, la baie de Hudson? Non, c'est pas la baie de Hudson. Elle y est dessinée. J'ai cet apic qu'on appréhenderait en mer, évidemment, qui est dessiné. J'ai le Groenland mal dessiné en proportion, je vous l'accorde, mal. On est en train de faire les couleurs d'un chien. Mais c'est encore une coïncidence. Et puis il y a ça, une île qui n'existe pas. Il n'y a pas de terre là. Eh bien, figurez-vous qu'il y a peut-être eu une terre ici et qu'elle a coulé. Et ça fera partie d'une vidéo complémentaire sur des cartes très anciennes, qui sont contestées. On voit qu'il y a une île là, qui s'appelle Istlandia, et qui a peut-être existé d'après la légende ou l'histoire qui raconte le voyage d'un descendant templier avec les frères Zeno en Amérique du Nord et qui se sont arrêtés sur cette île. Mais on y reviendra. Voilà. Alors, avant que je passe à celle-là, je voulais quand même vous montrer un autre truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une hypothèse. C'est une grande hypothèse de travail. Donc, on a fait le tour des indices de ce tableau, des éléments, en tout cas de ce que moi j'en ai compris. Je suis sûr qu'il y a d'autres choses. Et notamment, il y a cette histoire d'arche en haut. Et il y a cette histoire d'arche qui montre une figure géométrique qui diffère et puis dont le nombre diffère. Donc cette figure géométrique, soit le trèfle, soit verticalement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est pas la même, ils l'ont retourné. Ça c'est le cas numéro 1 qu'on retrouve là, ça c'est le cas numéro 2 qu'on retrouve là, dans les figures. Et puis ici j'ai 1, 2, 3 figures complètes, là j'en ai 4. Ici j'ai 1, 2, 3 et demi, 3,5, et ici j'en ai 3. Et je me suis demandé longtemps, j'ai mis un an et demi avant de pouvoir vous présenter ma théorie sur la chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, autant en bas, on a les journées de navigation. On est sur l'eau. On le voit, l'eau, là. On la voit, l'eau. Ça, c'est des journées de navigation. Mais les gars, ils n'ont pas passé 60 jours en mer direct. Ils ont fait des escales. Des escales en Islande, des escales en Angleterre, peut-être une escale au Groenland, je ne sais pas. Il y a dû avoir des escales. C'est ça, les escales. Je pense. Ça, c'est les arrêts. Et ça, c'est les escales.
Et en fait, en haut, je pense que c'est la durée du voyage, la durée de chaque partie du voyage, la durée totale. Il y a une durée en mer, mais il y a une durée où on ravitaille, où on se repose, où on répare le bateau, où on recrute, où tout ça. Il y a des arrêts. Eh bien, je me suis dit, par rapport au calcul qu'on vient de faire de distance, la partie en mer, on sait qu'ils n'ont pas passé 4 ans en mer, ils n'ont même pas passé 4 mois en mer, ils ont passé quelques semaines en mer. Alors je me suis dit, cette sigle-là, ça c'est des semaines. Et on me dit en gros que le voyage de la France ou de nord de la France jusqu'à arriver où? Jusqu'en Islande, c'est ce point-là, il a duré 4 semaines. Sachant qu'ils sont arrêtés en Angleterre, ils ont fait un bout de chemin à pied jusqu'en Écosse, ils ont repris probablement des navires qui les attendaient en Écosse avec leurs alliés écossais ou leurs sponsors, et ils sont montés en Islande, etc. 4 semaines totales de la France à l'Islande, ça me paraît ok. Et dans les 4 semaines, il y a un certain nombre de jours en mer. L'étape suivante, c'est quand on est parti de l'Islande et qu'on est arrivé en Nouvelle-Écosse, ou au moins sur les côtes du Labrador. Rappelez-vous la puissance des courants. Ils ont pas arrêté nulle part. À peu près tout le voyage en mer, ça correspond à ce voyage-là. C'était fait d'un cran. Et de l'Islande à la Nouvelle-Écosse, ils ont mis 3 semaines et demie en mer, qui est le morceau le plus long. Hein. 3 semaines et demie en mer sans rencontrer âme qui vive. Mais que 3 semaines et demie, quand vous comptez bien. Combien de temps on met aujourd'hui pour passer de Cap-Vert à Haïti quand on va aux Caraïbes en voilier moderne? C'est 3 semaines aussi, la traversée de l'Atlantique. Mais eux, ils avaient un courant extraordinaire, des vents plein sud, plein arrière. Et combien de temps ils sont restés sur Oak Island, qui est une grande question que tout le monde se pose. Les bâtisseurs là, qui ont construit les mécanismes sur l'île, ça leur a pris combien de temps? Personne n'arrive à répondre. Je ne vais pas dire que je sais, je vais dire que je suggère, d'après cette compréhension, qu'ils sont restés dans la baie de Mahon en Nouvelle-Écosse 3 mois. C'est l'autre indication. En mer, c'était des semaines, mais sur terre, entre le moment où ce qu'il y avait à transporter à Oak Island a traversé l'Europe, parce que ça, je pense que c'est une traversée de l'Europe, sur terre, pendant 3 mois, et je vais travailler dessus, parce qu'on a une idée avec Michael de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ce qui a été planqué. Donc 3 mois en Europe à préparer ou à attendre que cet objet-là arrive au bon endroit, et 3 mois sur Oak Island pour le fabriquer. Donc mon métier, moi, c'est gestionnaire de projet. Donc j'avais fait une simulation avec Microsoft Project sur les durées. On arrivait à des durées de 3 à 6 mois. Pas avec des estimations très hypothétiques. On avait fait ça avec un ami américain qui s'appelle Ed, qui m'avait proposé son aide, qui était aussi ingénieur en construction. Mais on a trop d'hypothèses, on a trop d'incertitudes. Mais ce tableau tendrait à penser que il y a eu un voyage sur Terre en Europe de 3 mois, un premier voyage sur mer qui a atteint l'Islande en 4 semaines, un deuxième de 3 semaines et demie avec une traversée directe sans arrêt jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Ils ont dû s'arrêter à Terre-Neuve, probablement. Hein, après une traversée de 3 semaines dans l'Atlantique Nord, vous vous arrêtez quelque part dès que vous voyez la Terre. Et après, c'était reparti pour 3 mois dans la baie dans les constructions d'Oak Island. Donc ça, c'est un autre truc que je voulais vous montrer. Et puis enfin, parce qu'on va enfin arriver à la fin de cette vidéo, si vous êtes encore là, c'est que j'ai pas fait un mauvais boulot, que ça vous intéresse. Parmi les enluminures de Rochefoucauld, alors ça c'est pas une enluminure pleine, c'est parfois dans des débuts de phrases, dans des débuts de paragraphes, ils mettent la première lettre, là c'est un A, comme une enluminure. Et moi j'adore, je l'ai fait imprimer en gros, j'adore cette image. Cette image c'est la Dame du Lac, avec le petit Arthur, et elle est en train de déposer le petit Arthur dans une rivière, et il va être recueilli et secouru par Merlin. Ça rappelle un peu l'histoire de Moïse, c'est des histoires récurrentes dans les légendes. Hein. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, allez, ils sont assez coquins. Quand je regarde la carte de la Nouvelle-Écosse, donc le Canada et la Nouvelle-Écosse qui est ici, bah, on dirait qu'il y a quelque chose là qui est en train de tenir quelque chose de plus petit. Et puis on a une espèce de chapeau au-dessus. Puis je me dis, mais c'est ce qu'ils nous ont fait. Là, c'est la côte américaine et le Nord-Canada. Là, c'est la Nouvelle-Écosse. Et puis là, c'est le chapeau au-dessus de la baie du Prince-Édouard. Alors, je suis allé plus loin. J'ai pris avec mon stylo, j'ai pris les formes, le contour de la carte de la Nouvelle-Écosse. Hop, on va le faire comme ça. Et puis quand on le met par-dessus, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que ça donnait. C'est assez bluffant parce que, hop, je vais vous le zoomer. Voilà. On a cette pointe là qui représenterait son écharpe derrière, qu'ils ont dessiné. On a la forme du bébé. Alors oui, c'est pas exactement un copycat hein, mais ça donne à penser, voilà. Et moi j'adore cette image, je la trouve en plus pleine de grâce cette image, et ça donne à penser qu'ils ont dessiné
la Nouvelle-Écosse et la carte. Et si on regarde l'entrée de la baie de Mahon, alors il faudrait que je zoome un peu, mais là on s'amuse, là, hein, il y a plus de... Là on joue, là, hein, si on est comme ça. Enfin on joue, mais quand même c'est marrant. Faut que je la penche un petit peu en avant, si je me rappelle bien. Hop. Et l'entrée de la baie de Mahon, c'est un des doigts, je pense. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un doigt à 155, ça me ferait rigoler, ça. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. Que vous avez découvert des trucs. Moi, j'en conclus que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. J'en conclus que la carte nous dirige vers Oak Island. Que le Graal de Rochefoucauld est un témoignage de ce qui s'est passé à Oak Island. Et je vous propose, encore une fois, on va faire ça interactif ensemble entre Français, dans les commentaires, de commenter évidemment sur cette vidéo. J'apprécie énormément vos commentaires, vous l'avez vu. Et puis la prochaine vidéo, ça concernera cette image-là, cette enluminure, qui est truffée de choses qui ne devraient pas y être et de choses anormales. Encore une fois, PitCat, félicitations, t'en as trouvé pas mal. L'idée, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, hein, on se rend compte de choses anormales, on regarde les pièces du puzzle, on comprend ce que c'est, et on essaye d'élaborer une théorie autour. C'est ce qui s'est passé avec cette vidéo qu'on vient de faire. Et bien celle-ci, rappelez-vous des 10 vidéos passées, de tout ce que je vous ai montré sur, sous, autour de l'île. Regardez cette image de deux chevaliers, c'est Lancelot qui se bat avec je sais plus qui, et puis cherchez, parce que là il y a des choses qui devraient normalement flasher, une fois qu'on a compris un peu comment ces dessins étaient élaborés. Voilà, je vous remercie beaucoup, encore une fois merci de suivre le channel, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner, ça fait augmenter le trafic. C'est pas pour que je sois millionnaire. Rien que de le dire, ça me fait rigoler quand je vois ce que les revenus de Google. Faudrait vraiment que je monte mes fesses, mais ça vous... Non, vous cliqueriez pas sur j'aime, donc non. On va rester sur Oak Island. Mais mettez des commentaires, ça fait du trafic, puis ça permet à d'autres gens de découvrir la chaîne, puisqu'elle devient un peu prioritaire sur les recherches Google. Et ça fait que d'autres personnes puissent la voir. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.